Donc, vous avez vu, Virginie vous a présenté cette idée comme quoi certaines hypothèses plus complexes étaient parfois préférables, et qu'on en retrouvait beaucoup effectivement en biologie. Et donc, moi, le sujet, donc c'est un petit peu un contrepoint, donc c'est pas du tout. Je vais essayer plutôt d'aborder la question des explications par rapport à l'importance des événements, du hasard, de la contingence dans les processus évolutifs. Donc, on va être centré sur la théorie de l'évolution, et on va essayer de voir cette question du hasard. Alors, pourquoi? Quel est le rapport? Souvent, quand le hasard intervient, c'est-à-dire que dans une explication, on va faire appel à une coïncidence. Et cette coïncidence, elle peut paraître plus compliquée à admettre. Donc, effectivement, une coïncidence extraordinaire demande une explication extraordinaire, ou simplement on peut dire, bon, c'est le hasard. Et donc, cette question des explications et de la nécessité d'avoir des modèles simples ou plus compliqués se cristallise beaucoup autour de cette question du rôle de la chance, du hasard, en tout cas en biologie évolutive. Ça va être un peu le thème, je vais essayer de débroussailler un peu. Donc c'est un petit peu à côté du sujet, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de liens. Alors, je vais me baser sur deux papiers qu'on a écrits avec des collègues. Donc je voudrais d'abord saluer Denis Rose et François Rousset, avec qui on avait écrit donc une sorte de review sur ces questions-là. Donc si vous êtes intéressés, c'est un petit peu plus technique, mais vous pouvez aller consulter ça. Et puis on avait, avec Louis-Michel Chevin et Thomas Bataillon, deux autres collègues, on avait écrit un chapitre dans un livre édité par des philosophes qui s'intéressait donc à la chance en évolution. Et donc on avait en particulier écrit quelque chose sur qu'est-ce que nous raconte l'évolution parallèle. On va en parler un petit peu plus. Donc le cheminement un petit peu de cet exposé va être en trois parties. On va commencer par essayer de positionner le débat par rapport un peu aux autres disciplines très rapidement, hein, on n'a pas trop le temps, et un peu historiquement. Ensuite, on va revenir sur qu'est-ce que c'est la notion de chance en biologie de l'évolution en particulier, parce que c'est un peu spécifique. On va parler des 4 grands types de situations où, à force de la théorie évolutive, à clarifier dans quel cas c'était intéressant, important, et on va un petit peu en donner des exemples de chacun d'eux. Et dans la partie 3, on va commencer à jouer un petit peu avec les limites conceptuelles pour vous embrouiller un petit peu juste avant d'aller déjeuner. Voilà. Alors, première partie, on va essayer de commencer donc en positionnant le débat. Alors, cette question du déterminisme, c'est une question qui traverse toutes les sciences. Est-ce qu'on est dans un monde déterministe? On n'est pas dans un monde déterministe. En philosophie politique, par exemple, il y a des penseurs, par exemple des penseurs marxistes, qui s'intéressent à cette espèce de différence entre la nécessité des lois économiques, qui vont être une force, un moteur dans les sociétés humaines, et le hasard des volontés humaines et des événements historiques, comment ces deux choses-là se combinent pour expliquer les processus historiques. En philosophie morale, par exemple, et en psychologie, il y a tout un tas de gens qui réfléchissent à savoir est-ce qu'il y a un déterminisme des décisions, est-ce qu'on a un libre arbitre, est-ce qu'on n'a pas de libre arbitre. Évidemment, c'est un problème qui déborde et qui va jusqu'en philosophie. Et donc, il y a des oppositions très fortes. Et donc voilà, je vous ai mis ce livre-là, bon, il est en anglais, mais assez récent, qui résume un petit peu ce débat avec des positions un peu contrastées de ces deux auteurs-là. En physique, sans doute, c'est là où on entend peut-être le plus souvent parler de ce genre de questions, d'accord ? Est-ce qu'on vit dans un monde déterministe au sens des physiciens ? Donc, moi je ne suis pas physicien, donc je ne vais pas aller vraiment dans le fond de cette question-là. Je veux juste noter 2 points. Le premier, c'est que, à l'échelle macroscopique en tout cas, c'est-à-dire dans le monde de tous les jours, le monde des biologistes, on va dire, un processus déterministe peut facilement apparaître aléatoire. Donc c'est ce que les physiciens appellent le chaos déterministe. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, on part d'une situation quasi identique dans un système et une infime différence de conditions initiales va s'amplifier au cours du temps, de telle sorte que si on attend suffisamment longtemps, les deux trajectoires du système vont diverger, vont être complètement différentes. Le problème que ça pose, c'est que ici, initialement, les conditions étaient tellement proches que c'était indistinguable. Donc si ce genre de phénomène arrive souvent, quand on va étudier la nature, en tout cas à l'échelle macroscopique, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas une précision infinie pour mesurer les choses. Donc on va avoir une difficulté à prédire. À l'inverse,
c'est là où justement la physique, c'est magnifique pour discuter ce genre de choses, un processus aléatoire peut aussi paraître facilement déterministe. Et en fait, on en a l'expérience dans la vie de tous les jours. Donc là, je vous ai représenté, bon, c'est un petit peu mathématisé, mais si on a une courbe de température, par exemple, dans un solide qui est comme ça, qui est très variable, et bien, si on attend suffisamment de temps, d'accord, c'est l'équation de la chaleur, cette température va s'uniformiser, mais de manière très régulière. Et on peut le mesurer de manière très très régulière. Et on a l'impression d'avoir quelque chose de déterministe, qui va se répéter, on peut le répéter de manière très précise. Et pourtant, en fait, à l'échelle microscopique, on sait que c'est le mouvement brownien des atomes, c'est un processus totalement stochastique qui se produit, mais dont, avec la loi des grands nombres, tout ça s'agrège pour donner un phénomène qui a l'air très régulier. Donc, quand on est à l'échelle d'un monde macroscopique tel que des biologistes, quand on voit les difficultés qu'il y a même pour des physiciens à savoir exactement si on est dans un monde stochastique ou déterministe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir aborder la question de fond que certains philosophes ou certains physiciens se posent. Est-ce que le monde, de manière ultime, est déterministe ou stochastique? Nous, on va se passer à une échelle macroscopique, et en tout cas, pour ce qui est de l'empirisme en biologie, on ne va pas pouvoir trancher ce débat de manière assez évidente. Alors, cette question du déterminisme, en tout cas pour le public français, en biologie, elle est venue surtout, la première fois que c'est vraiment arrivé dans le grand public, ça a déjà été mentionné par Virginie tout à l'heure, il y a François Jacob et Jacques Monod, nos deux fameux prix Nobel, qui, tous les deux, un petit peu avec des visions un peu différentes, ont déjà proposé qu'il y avait en biologie cette question, cette tension entre déterminisme et hasard. Alors, dans l'ordre, c'est d'abord Jacques Monod qui publie ce livre, Le hasard, la nécessité, en 1970, où il met en avant, entre autres choses, mais un principe double, un peu l'ordre et le chaos, l'ordre étant la sélection naturelle, la nécessité, le fait que quand les organismes s'adaptent à des conditions, ça, c'est la nécessité, et donc ça c'est quelque chose de déterministe qui va toujours pousser dans la même direction. Et puis le chaos, et dans sa tête, le chaos, c'est essentiellement le désordre introduit par la mutation, le hasard, la chance qui fait des variations génétiques. François Jacob, dans son livre Le jeu des possibles, lui, il a surtout, ce qui était un petit peu différent de la vision de Jacques Monod, c'était plutôt qu'il insistait sur le rôle de l'histoire, c'est-à-dire le rôle des contingences. C'est-à-dire, une fois qu'on a des événements, un événement en entraîne un autre, et donc des processus historiques se construisent. Et c'est ce fameux bricolage de l'évolution qui a déjà été très bien expliqué tout à l'heure avec l'exemple des rotations des parties génitales des moustiques ou des drosophiles, et donc je ne reviens pas dessus, vous avez vu déjà de quoi on y retourner. Donc ce bricolage de l'évolution, le rôle de l'histoire. Alors pour essayer d'avancer dans ce débat, parce qu'évidemment il n'y a pas que Jacob et Monod qui se sont posés la question, il y a tout un tas d'autres gens qui se sont posés la question avant eux, et on peut recadrer ce débat autour d'un triangle qui représente dont les trois sommets représentent un peu les trois grandes forces évolutives qui ont été amenées dans ce qu'on appelle la synthèse moderne de la biologie évolutive. Donc la sélection naturelle, la mutation et la dérive. La dérive, c'est le tirage aléatoire à chaque génération des individus qui se reproduisent et ceux qui ne se reproduisent pas, qui introduit beaucoup d'aléas. Et donc, dans ce triangle-là vont se situer un peu les controverses. Et donc, on peut un peu schématiquement distinguer ce pôle-là qui est un peu la nécessité, ce que je vous disais, le fait que la sélection naturelle pousse toujours dans une direction simple, à faire des explications assez simples, parce qu'on veut toujours sélectionner quelque chose qui va être optimal, qui va être bien adapté à l'environnement. Et puis en bas, là, on va voir tout un tas d'autres effets, donc comme la mutation, le chaos de Jacques Monod, ou la dérive, c'est-à-dire les échantillonnages aléatoires à chaque génération qui vont introduire du bruit, de la chance, du hasard dans ces processus. Alors, dans la première période, on va dire, de la biologie évolutive, qui commence avec Darwin et Wallace, on a surtout un débat qui va s'axer entre ces deux pôles, sélection-mutation. C'est-à-dire que les tenants du sélectionnisme vont, donc initialement, c'est Darwin qui va supposer qu'il y a des petites variations dans tous les sens qui va pouvoir être à l'origine de l'évolution par sélection naturelle qu'il propose, mais il y a d'autres auteurs, Weismann, Weldon, et à la fin de la période, Fischer, donc, qui est un des principaux artisans de la synthèse moderne, a également une vision
basé comme ça sur tout un tas de petites mutations qui ne sont pas limitantes et que le processus majeur de l'évolution, c'est la sélection naturelle. À l'inverse, à l'autre pôle de ce triangle, de cette controverse, on a tout un tas d'autres généticiens de l'évolution, en particulier beaucoup de mendéliens. Donc au début du siècle, vous savez, il y a l'explosion du mendélisme, la découverte des lois de Mendel et de la génétique. Et donc il y a tout un tas de ces généticiens qui voient, qui observent les mutations effectivement dans les organismes, et ils voient qu'elles sont répétables entre organismes, qu'il y en a peu, qu'on les retrouve, etc. Et donc cette idée que la variation va dans tous les sens et n'est pas du tout limitante, ils seraient d'accord. D'accord. Et jusqu'à Haldane, qui est avec Fischer un des autres fondateurs importants de la théorie moderne de l'évolution, qui disait très bien que la variation n'est pas disponible dans toutes les directions. Donc on a on va dire tout le début de l'histoire de la biologie évolutive est vraiment axé entre ce débat entre sélectionnistes et mutationnistes. Alors, ça a un peu ressurgi avec les Vaudévaux à la fin du XXe siècle, mais bon, ça a surtout commencé là. La deuxième période, qui est la suivante, 1930-1970, on va plutôt avoir une opposition entre ces deux pôles-là, un peu sur toujours cette opposition entre on va dire, rôle de hasard, rôle de la nécessité en évolution. Avec toujours ce pôle sélectionniste, on va avoir toujours le même Fischer, mais qui était un peu à cheval sur les deux périodes, qui va qui va penser que la sélection se passe en grande population avec très peu de hasard. Et d'autres par exemple Huxley qui est à l'origine de la synthèse moderne, ou Ford qui a fondé l'écologie génétique, qui était à Oxford, et tous ces gens-là, effectivement, ils sont très sélectionnistes. Et à l'inverse, on va avoir des biologistes américains comme Wright, qui est le troisième en fait, artisan avec Fischer et Haldane de la synthèse moderne, du point de vue mathématique, qui, lui, va mettre en avant l'importance d'avoir des petites populations et que ça va être très important dans les processus évolutifs. On va avoir Mayer qui va mettre en avant les effets de fondation, les effets de révolution génétique, etc. Et surtout, à la fin de la période, Moto Kimura, un japonais, qui va proposer ce qu'on a appelé la sélection, l'évolution neutre. D'accord ? Et où c'est purement aléatoire. La plupart de la variation qu'on voit dans les génomes est d'origine neutre. Et donc ça va avoir une influence énorme, parce qu'effectivement, quand les gens vont commencer à séquencer, regarder les génomes, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, beaucoup de cette variation peut être interprétée de manière neutre. La fin du XXe siècle, le débat s'est décalé, et on a fini par obtenir... Il y a toujours une opposition entre le sélectionnisme et autre chose, que ça s'est un petit peu généralisé. Et là, ce qui s'est produit, c'est plutôt pas mal de théoriciens comme Wilson, Maynard Smith, Hamilton, donc pareil que tu citais aussi, ou Dawkins, que vous devez connaître, qui sont très sélectionnistes. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est une critique d'une vision très sélectionniste de la biologie évolutive et une critique tout azimut. C'est-à-dire une critique tout azimut qui inclut tout ce qui a été dit précédemment pour aller contre ça, et en particulier, donc peut-être vous les connaissez, Gould et Lewontin, qui ont été très actifs sur ce terrain-là. En partie, ça s'est mélangé avec la critique de la sociobiologie. Et donc, en particulier, donc, ce fameux Gould, ici, vous le connaissez, peut-être vous avez même lu certains de ses livres, et un de ses livres les plus célèbres, Wonderful Life, là, publié en 1989, parle des schistes de Burgess, de l'explosion cambrienne, donc au début, on va dire, des temps géologiques, où il dit qu'il y a tout un tas de nouvelles formes qui sont apparues et que c'est ce foisonnement-là, et ensuite il y a eu quelques lignées qui ont survécu, qui ont donné naissance aux faunes modernes. Et dans ce livre-là, il part d'une expérience de pensée qui est devenue assez fameuse maintenant, parce que chaque fois qu'on parle de ça, on parle de Gould, où il dit il faut rejouer replaying life tape, ça veut dire comme si on pouvait rembobiner. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de magnéto dans lequel on rembobine, mais bon, à l'époque, il y avait des magnétos, et donc à l'époque de Gould en tout cas. Donc on appuyait sur la touche ici qui était de rembobiner la cassette, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que vous voyez de quoi je parle, et on rejouait le scénario de la vie, et toute la question est de savoir est-ce qu'on va obtenir la même chose, grosso modo, ou est-ce que ça va être complètement différent. Et lui, il disait que du fait de la contingence historique dont on a parlé tout à l'heure, le rôle du hasard en évolution, c'était très peu probable qu'on revoie la même chose. Bon, voilà.
Donc en fait, pour retracer un peu ce cheminement, vous voyez qu'on est parti voilà, dans ce triangle des controverses, on a un petit peu tourné en rond au cours de ces débats, mais c'est des débats qui sont permanents en fait dans la discipline. Alors, une des choses notables qui est arrivée, on va dire, au XXIe siècle, c'est une nouvelle technologie. Et la nouvelle technologie, ici, c'est ce qu'on appelle l'évolution expérimentale. Alors, l'évolution expérimentale, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est l'idée de dire on va faire de l'évolution au laboratoire. Et on va pouvoir le faire, donc je vous en reparlais tout à l'heure, mais par exemple, bon, c'est un chercheur célèbre maintenant, Richard Lenski, qui a lancé cette idée déjà à la fin des années 80, où il s'est dit, tiens, je vais mettre au laboratoire des 12 populations de bactéries Escherichia coli, et puis je vais les faire évoluer indépendamment. Et vu que j'ai 12 réplicas, je vais pouvoir voir à la fin si l'évolution est répétable ou pas en fait. Je vais regarder comment ces bactéries changent dans le temps, et surtout, entre mes réplicas, je vais voir si c'est toujours la même chose, qu'est-ce qui est différent, etc., etc. Et donc, une approche expérimentale du problème. Et quasiment tous ces articles commencent d'ailleurs en introduction pour dire on va pouvoir enfin comprendre est-ce que l'évolution est répétable, etc., etc. Donc on va en reparler après. Alors après, évidemment, on n'a pas attendu l'évolution expérimentale pour se dire il y a quand même des observations dans la nature pour savoir un petit peu est-ce que l'évolution est répétable. Et ça vient, c'est le thème de ce qu'on appelle l'évolution parallèle. Donc le parallélisme ou la convergence, c'est l'idée qu'on va avoir l'apparition répétée de caractéristiques donc phénotypiques, c'est-à-dire qu'on voit bien à l'échelle des phénotypes ou génotypiques au niveau de l'ADN des variations similaires, dans des populations en évoluant indépendamment. Donc c'est ça un peu. Et ça s'observe vraiment dans tout le monde vivant. Donc par exemple, vous voyez là, ça se ressemble énormément. Il y en a un, ici c'est un cactus, donc c'est des plantes qui ont évolué en Amérique. Évidemment, c'est l'adaptation à des milieux très arides, et ça a une forme où on a l'impression que les mêmes solutions d'adaptation à l'environnement ont été trouvées. Mais ça a évolué en Afrique complètement indépendamment. C'est deux groupes qui n'ont rien à voir taxonomiquement. Donc on voit bien qu'il y a une convergence, une paralysie de l'évolution. Si ça c'est vrai, c'est-à-dire que l'évolution est très répétable, au niveau, en tout cas à ce niveau phénotypique, donc très prévisible. Et, pas vraiment. Si on rejouait le Replaying Life State de Gould, on retrouve la même chose. Pareil au laboratoire, donc encore une fois cette expérience de Lenski, on regarde le volume des cellules d'Escherichia coli dans ces 12 réplicas, et on s'aperçoit, il y a un petit peu de variation, mais on voit que dans toutes ces populations, la taille des cellules augmente, de manière quand même très répétable. Donc il y a quelque chose qui se produit là qui a l'air très répétable. Et ça, c'est vrai au niveau phénotypique, comme ici, et au niveau génotypique aussi. C'est-à-dire qu'on regarde l'ADN, et on retrouve des mêmes mutations, soit. Alors, le problème de cette histoire de l'évolution parallèle, c'est que l'évolution parallèle, c'est quelque chose qui s'observe. Le problème, c'est que la conclusion, l'interprétation qu'on en fait est extrêmement variée. Alors là, je vous ai mis un petit listing à la Prévert de toutes les affirmations contradictoires qui ont pu être produites, enfin toutes non, parce qu'il y en a sans doute encore d'autres, je vous en ai fait un échantillon, d'affirmations qui sont évidemment complètement contradictoires les unes avec les autres. Donc, initialement, le fait qu'il y ait de l'évolution parallèle, ça a été utilisé comme une preuve de l'existence de Dieu et d'un design. Donc ça, par exemple, dans les écrits de Newton, par exemple, il dit très clairement le fait qu'on va retrouver des formes qui se ressemblent dans la nature, c'est bien la preuve qu'il y avait un design. S'il y a un design, c'est qu'il y a un designer, et donc, il y avait Dieu. Par exemple, l'évolution parallèle, c'est aussi l'idée que le darwinisme va être complètement faux. Parce que comment expliquer cette récurrence juste avec le principe de sélection naturelle, on ne voit pas du tout. Donc ça, c'est Bergson, donc un de nos philosophes nationaux, qui avait donc, avec son élan vital, c'était ce qui manquait au darwinisme pour expliquer ça. Il s'en servait pour justifier sa philosophie. Après, évidemment, il y a des gens qui ont dit que le micro-mutationnisme était faux. Parce que si au niveau génotypique, on trouve des mutations de manière répétée, c'est-à-dire que la variation n'est pas possible dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Et ça, c'est une critique qui est quand même assez bonne, je pense, et qui a été faite, vous voyez, déjà dans les années 30. Que la sélection est toute puissante. Alors là aussi, évidemment, ce que je vous dis, si on voit que la sélection de manière répétable, comme avec les cactus et les euphorbes, produit les mêmes choses, on voit bien que c'est ça qui est à l'œuvre, et que donc l'évolution parallèle, c'est vraiment quelque chose qui prouve que la sélection est toute puissante. Mais on pourrait dire aussi que la synthèse moderne est incomplète, parce que ça ne va pas expliquer toutes ces coïncidences qu'on retrouve. Ou que le hasard compte, puisque là,
puisqu'on va retrouver à chaque fois des solutions de certaines mutations et pas d'autres, et donc l'identité de ces mutations est importante. Et donc finalement que le hasard n'a pas d'importance. Vous voyez, tout ça est totalement contradictoire, hein, puisque l'évolution retrouve les mêmes solutions de manière répétée et prévisible. Donc, vous voyez, on peut utiliser cette observation d'évolution parallèle pour dire à peu près ce qu'on veut. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire un peu du bilan de tout ça? Donc il y a beaucoup de controverses, vous voyez, il y a beaucoup de confusion sur certaines de ces observations. On peut expérimenter maintenant avec l'évolution expérimentale, comme je vous disais. Bon, ça reste un petit peu limité parce que bon, on ne peut pas non plus faire jouer des millions d'années. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, au début du XXIe siècle, sur ce rôle du hasard en évolution? Voilà. Donc, on a fini la première partie, on va essayer maintenant essayer qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Alors, on passe à notre deuxième partie. On va commencer par essayer, donc, maintenant qu'on a mis un peu à plat ce panorama un petit peu confus historique, voir si on ne peut pas y voir un petit peu plus clair. Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est qu'est-ce la notion de chance en biologie, parce qu'elle est assez spécifique. Elle est même très spécifique. La première idée, c'est que le hasard en biologie s'interprète de manière intéressante comme quelque chose qui va être indépendant vis-à-vis de l'adaptation. Donc c'est quelque chose de tout à fait spécifique. Ça n'a rien à voir avec la notion de chance qui existe dans d'autres disciplines, d'accord ? Et donc, ce n'est pas du tout lié au débat sur le déterminisme en physique. Hein, on a vu qu'on n'allait pas s'intéresser avec cette question. Et alors, c'est vrai que s'il y a des physiciens dans la salle, je ne sais pas, il y a des liens, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire un lien entre la génétique des populations formelle et théorique avec, par exemple, la thermodynamique. Et il y a des formalismes, c'est très possible de plaquer les formalismes, ça marche assez bien d'ailleurs. C'est pas très intéressant parce que ça répète juste les modèles qu'on connaît déjà, mais c'est possible et ça a déjà été fait. Je vous renvoie à cet article s'il y a des spécialistes que ça intéresse. Alors, pour essayer de vous comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette idée d'indépendance par rapport à l'adaptation, on va introduire une notion qui est la notion de paysage adaptatif, parce que la notion de paysage adaptatif, c'est quelque chose qui permet de bien raisonner sur pas mal de ces sujets. Un paysage adaptatif, donc c'est quelque chose qui est très utilisé en biologie évolutive. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que, par exemple, imaginons qu'on a deux traits, par exemple, là, la taille et le poids, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel trait d'organisme. Il peut y en avoir plein, là j'en ai mis que deux. Et puis on va avoir la valeur sélective ici, ce qui est le troisième axe. Donc la valeur sélective, c'est ce dont parlait tout à l'heure Virginie, la fitness ou la valeur sélective, c'est la capacité à produire plus de descendants, qui est la métrique en fait, qui mesure l'intensité de la sélection naturelle qu'on utilise en biologie évolutive. Alors, donc selon les traits qu'on a, sur ce paysage, on va pouvoir lire c'est quoi la valeur sélective correspondante à ce phénotype-là. Et donc ici, dans un paysage comme ça, on voit que le phénotype optimal est en haut de la montagne. OK, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. OK. Maintenant, imaginons qu'on se situe au point rouge, c'est-à-dire qu'on étudie une population, un individu qui a un génotype fixe, un phénotype fixe, qui a ses valeurs phénotypiques données, qui a donc une valeur sélective ici. Et on va étudier tout un tas de mutants autour de ce phénotype qu'on regarde au laboratoire, par exemple. Et ces mutants-là, on va les représenter par tous ces petits points jaunes. Quand on dit que la mutation est aléatoire, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les mutations-là, elles vont aussi bien augmenter ou diminuer la valeur du trait 1 ou la valeur du trait 2, indépendamment de où se trouve l'optimum pour la valeur sélective. En fait, les mutations, elles arrivent indépendamment de l'effet sur la fitness qui est conféré. Là où il y a une petite subtilité pourtant, c'est que vous comprenez bien que une fois qu'il y a évolution par sélection naturelle, donc ce point rouge, cette population va évoluer, elle va finir par se retrouver en haut de ce paysage adaptatif. Donc elle va être bien adaptée à l'environnement. Et une fois qu'on est bien adapté à l'environnement, n'importe quelle variation des traits va être délétère. D'accord ? Parce qu'une fois qu'on est bien ajusté, dès qu'on change quelque chose, c'est moins bien. Donc, effectivement, quand on regarde des êtres vivants de la vie de tous les jours au laboratoire, quand on regarde l'effet des mutations, elles sont quasiment tout le temps délétères. Donc on va dire, mais du coup, elles ne sont pas indépendantes de l'adaptation. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand on dit que c'est indépendant de l'adaptation, c'est par rapport sur les traits, en fait. D'accord ? Mais le fait du processus historique d'adaptation va faire qu'au bout d'un moment, les mutations vont se retrouver, pour l'essentiel, la plupart du temps, délétères, du fait du processus. Donc vous voyez la petite subtilité qu'il y a dans l'argument. Bon, maintenant, c'est quoi les différentes formes de stochasticité ? Il y en a en gros 3 grands types, selon un peu les échelles d'observation en biologie.
Il y a une stochasticité au niveau moléculaire et cellulaire. Donc là, la plupart du temps, les gens y pensent à l'effet comme des mutations, comme Monod, il disait le chaos, les mutations. C'est ça c'est la plupart du temps des erreurs dans la copie d'ADN. Hein. Donc c'est vraiment l'idée de l'erreur qui est introduite et qui va être un peu n'importe où, indépendamment de l'adaptation. Donc c'est ça qui va être une source stochasticité très importante. Il y a évidemment une stochasticité aussi des processus cellulaires, quand par exemple on n'a que quelques protéines ou qui sont en nombre très limité dans une cellule, il peut y avoir des processus stochastiques intracellulaires qui sont aussi importants à considérer, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais ça peut arriver à ce niveau moléculaire. Après au niveau individuel, ça c'est ce qui est le plus étudié par les théoriciens de l'évolution, on a ce qu'on appelle un hasard des histoires de vie. Alors qu'est-ce que c'est les histoires de vie? C'est le fait que quand vous regardez un organisme quelconque, il y a une naissance, une reproduction, une mort. C'est ça, ces événements majeurs dans sa vie. Et ça, ce qu'on appelle, c'est l'histoire de vie. C'est quand est-ce que ça arrive, et puis combien on fait de descendants, quand est-ce qu'on meurt, éventuellement quand est-ce qu'on disperse, etc., à quel âge, tout ça. C'est là, c'est l'histoire de vie. Et pour des individus qui ont le même génotype, le même phénotype, en fait, souvent, ces processus-là sont quand même très stochastiques. C'est-à-dire que la meilleure façon qu'on a de les représenter, c'est de dire que c'est des variables aléatoires en mathématiques, ou c'est des choses qui arrivent par hasard un petit peu. Il y a une composante de hasard dedans. Par exemple, à deux jumeaux identiques, il y en a un qui va sortir dans la rue, il y en a un qui va prendre un pot de fleurs sur la tête, pas l'autre. Donc vous voyez, ou un éclair sur la tête. Il y a tout un tas de processus qui n'ont rien à voir avec la génétique ou le phénotype des individus, qui va leur arriver dans la vie. Et donc la meilleure façon de décrire leur histoire de vie, c'est d'introduire du hasard dans ce qui leur arrive. Et le fait qu'il y a cette stochasticité individuelle, c'est ça ce qu'on va appeler la dérive, qui est très importante. Donc en théorie, je vais juste vous montrer un exemple après. Et après, au niveau populationnel, il y a des variations de l'environnement essentiellement. C'est-à-dire que l'environnement, il va changer, et la plupart du temps, il va changer. Et la façon qu'on différencie ces deux niveaux-là, c'est qu'ici, cette stochasticité va concerner des ensembles d'individus en même temps. OK. Alors, après, la deuxième distinction qu'il faut faire, c'est que, en fait, quand on modélise un peu l'évolution, quand on fait la théorie de l'évolution, on mélange ce qui va se passer au niveau des mutations et de l'environnement, qui vont être un peu des données d'entrée, ce qu'on appelle des lois sources, c'est comment décrire cette variabilité en entrée, et puis des lois de conséquences, étant donné qu'on a telle variation avec tel effet sur la valeur sélective, quelle conclusion on en tire, qu'est-ce qui va se passer au niveau évolutif. Et en fait, c'est des types de lois qui sont assez différentes. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle toutes les équations de la génétique des populations. Elles sont très étudiées, alors que toutes ces lois sources sont très mal connues, en fait. Mais si on veut avoir une idée un peu globale du rôle de la chance en évolution, il faudrait bien sûr avoir un petit peu mieux comprendre et avoir des meilleures lois pour ce qui est ici. Alors, je reviens, je vous avais dit que j'allais vous expliciter un peu ce que c'est la dérive vraiment en deux mots, parce que c'est quand même très important pour comprendre ces problèmes-là. Donc, c'est le fait que, je vous ai dit, au niveau des histoires de vie individuelles, il y a de la variabilité, il y a de la chance, il y a une part de chance. Et donc, si on représente ici un graphique au cours des générations, vous avez un allèle, un locus, donc un gène donné qui a deux versions, et elle est en fréquence 0,5 au début. On va dire qu'il y a 10 individus dans cette population qui se reproduisent à chaque génération. Le fait qu'il n'y en a que 10 et qu'on les tire un peu au hasard à chaque génération, vous voyez, si on simule la variation de cette fréquence à chaque génération, il va y avoir énormément de bruit. Il va y avoir des cas où l'allèle va se fixer, où il va se perdre. Ça va être très, très brouillon, d'accord ? C'est énormément de bruit introduit par cette variation, le fait qu'il y a peu d'individus dans la population. Si au contraire, on a 100 individus dans la population, ces variations vont être bien moindres. Et s'il y en avait 1000, ce sera encore moins. Après, c'est la loi des grands nombres. Plus il va y avoir d'individus dans la population, moins ces variations vont être importantes. Donc ça, c'est une composante de bruit, on va dire, de stochastique très très importante en évolution. Alors, je vous avais dit, on va parler des 4 grandes situations où on sait que la chance, la stochasticité joue un rôle important. On en a 4 grands types de situations qu'on peut nommer la maladaptation, ce qu'on appelle la liberté évolutive, les révolutions évolutives, et où la sélection elle-même est causée par la stochasticité. Alors, et à chaque fois, je vous ai fait un petit diagramme, ça représente ce paysage adaptatif dont je vous ai parlé avant.
Donc vous voyez, quand j'ai un paysage adaptatif comme ça, comme celui que je vous illustrais tout à l'heure, donc ça, ça représente ce paysage de manière très simplifiée, la maladaptation, ça va être l'idée que quand une population est bien adaptée, ça va être un processus qui va faire qu'elle va devenir moins bien adaptée. D'accord ? Parce que toutes les populations ne sont pas super bien adaptées. Et là, le rôle de la stochasticité est très important. Après, quand on a un paysage adaptatif qui est tout plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en fait, de valeur sélective, là, effectivement, une grande liberté pour explorer ces espaces phénotypiques. Donc une sorte de liberté évolutive qui est très importante. Cette idée de révolution évolutive, c'est l'idée qu'on a des paysages avec plusieurs pics. Donc par ici, vous avez un petit pic et un pic à côté qui est plus grand. Toute la question va être, si la sélection naturelle nous amène sur ce petit pic ici, comment, par l'adaptation, on va pouvoir passer là? Ça va être très difficile parce que ça, c'est ce qu'on appelle une vallée adaptative. Et descendre une vallée adaptative, par définition, c'est très difficile parce que ça implique de faire évoluer quelque chose qui est moins bien adapté, donc ça ne va pas arriver très facilement. Ça, c'est une situation où typiquement, on va faire intervenir beaucoup de stochasticité. Puis à la fin, donc voilà où le fait qu'il y ait de la stochasticité dans la population, ou dans la situation, va faire qu'en fait, c'est les pressions de sélection elles-mêmes qui changent. Alors un exemple rapidement pour chacun de ces cas-là. Donc le cas de la maladaptation, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait qu'on a l'histoire de l'adaptation passée, toutes les populations, dans toutes les populations, la majorité des mutations sont délétères. C'est-à-dire qu'elles arrivent tout le temps et elles sont délétères. Donc vous connaissez ça, c'est par exemple toutes les maladies génétiques qu'on connaît, la plupart du temps elles sont délétères. Et donc ça arrive continuellement. Toute la question est quel rôle de la stochasticité là-dedans? Alors là, c'est un point peut-être technique, mais si on était dans une population très très grande, on a toujours un flux de mutations qui amène ces mutations délétères, et puis, en fait, la sélection qui les enlève. Donc en fait, on a un équilibre dynamique où un processus qui amène cette variation et un processus qui les élimine. On arrive à un équilibre qui n'a rien de stochastique, en fait, qu'on peut prédire en fait, de manière très très simple. Et là où c'est important, la stochasticité, c'est que ça va permettre de s'écarter de cet équilibre, on va dire, déterministe, et en particulier créer ce qu'on appelle le fardeau des risques, c'est-à-dire que certaines mutations délétères peuvent se fixer, par exemple. C'est très rare que ça arrive. C'est-à-dire, imaginons une mutation délétère qui cause une maladie génétique et qui arriverait à se fixer dans une population. Évidemment, avec des conséquences très négatives pour cette population. Mais ça va pouvoir arriver si les tailles de population, par exemple, sont très petites. Donc ça, c'est en conservation, par exemple, vous avez déjà entendu sans doute parler de ça, quand on a un parc ou qu'on veut conserver des espèces en danger, si les populations en danger, par exemple, prenez le renard tout à l'heure qui a été évoqué, vous voyez, la population de renard arrivait à un moment, elle était toute petite, donc là, c'est sûr qu'ils avaient d'énormes problèmes de consanguinité, donc c'est pas si simple en fait, c'est que derrière, quand ces populations arrivent à des effectifs si petits, il y a d'autres problèmes qui arrivent, en particulier l'accumulation de plein de mutations délétères. Donc c'est la maladaptation. Après, cette idée de liberté évolutive, donc c'est l'idée que la variation neutre est importante. Donc la plupart du temps, les gens, ils étudient la variation neutre dans les génomes comme instrument pour mesurer, par exemple avec l'horloge moléculaire, ou savoir dater, savoir d'où viennent les choses, savoir la paternité ou quel est le criminel. Vous voyez, tout un tas d'applications de cette variation neutre dans les populations. Mais évolutivement, ça, c'est pas très important, parce que toute la variation qui est neutre, complètement neutre, c'est pas très intéressant au niveau de l'évolutif, ça n'a pas d'effet phénotypique. Par contre, il y a des situations où c'est très important, c'est en particulier dans les situations où il y a un signal, où il y a un récepteur et un émetteur. Alors, par exemple, au niveau moléculaire, chaque gène doit être exprimé, d'accord, et donc il y a un promoteur, donc il y a une région régulatrice, et pour que ce gène soit exprimé, il y a des facteurs de transcription qui vont venir sur l'ADN, le reconnaître, et qui vont dire, bon, ok, il y a transcription. Ou au contraire, il y a des répresseurs, etc. Et donc, il y a une reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle est un peu arbitraire. C'est un peu comme un système clé-serrure. Vous voyez, ce qui est important, c'est que la clé corresponde à la serrure, mais la forme précise de la clé, on s'en fiche un petit peu. Et surtout, elle va pouvoir dériver lentement, changer lentement. Du moment que la clé marche avec la serrure, pas de problème. Et donc, ce qui va se produire, donc ce qui est très important, donc ça peut arriver aussi, par exemple, dans les signaux sexuels. C'est pareil, c'est un signal. Donc, du moment qu'il est compris, que le signal et le receveur ils se comprennent, tout va bien. Mais dans ces systèmes, à chaque fois, il y a une grande liberté dans le détail. La forme de la clé elle-même,
les très libres, eh ben, ces systèmes vont pouvoir diverger dans les populations. Et une fois qu'ils divergent, eh ben, ça va être très facile ensuite, par exemple, de créer des incompatibilités entre espèces, de faire des nouvelles espèces, par exemple. Donc ça, c'est voilà. Dans ces évolutions neutres, c'est sans doute ce qui est le plus important, où là, la stochasticité de quelle est la forme de la clé, en gros, quelque chose qui va être très important évolutivement. Dans cette question des révolutions évolutives, donc ça, c'est un thème qui a été extrêmement débattu, qui est extrêmement controversé. Il n'y a jamais eu de preuve encore de son importance. C'est surtout quelque chose qui a été proposé par Wright, un de ces généticiens dont je vous parlais tout à l'heure, américain. Lui, il disait que quand on a une situation avec deux pics, eh ben, l'adaptation, pour pouvoir passer du pic là au pic là, il va falloir qu'il y ait un événement de dérive, un événement, par exemple, on va avoir une réduction de la taille de la population importante, et on va pouvoir passer de ce pic là à ce pic là, en bougeant suffisamment le système. D'accord, si les fréquences changent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dérives, on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc ça a été très étudié pour savoir si vraiment ça pouvait arriver ou pas. C'est quand même assez difficile. Et puis surtout, il y a des idées concurrentes. Il y a l'idée que c'est possible que temporairement, en fait, il y ait une sorte de pont comme ça temporairement qui existe, et que là, effectivement, le chemin pour passer de l'un à l'autre pourrait être très facile par pure sélection naturelle, et qu'ensuite ce pont disparaisse, on revienne à cette situation-là, et donc on a un peu l'illusion d'une situation de pics multiples, mais en fin de compte, il n'y a jamais eu besoin de stochasticité pour passer de l'un à l'autre. Donc c'est un sujet qui est assez tordu, mais difficile à prouver dans un sens ou dans l'autre. Un exemple de ça, par exemple, c'est quand on va sous les tropiques en Amazonie, par exemple, il y a plein de papillons colorés, et là, les héliconus sont très, très étudiés parce qu'ils ont plein de couleurs sur leurs ailes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre groupe de papillons, les Mélinéa, qui sont donc un autre groupe de papillons, et on peut voir qu'ils ont aussi les mêmes patrons d'ailes. Mais c'est des papillons des espèces qui n'ont rien à voir, ils se copient. Alors, ça a attiré l'attention de plein de biologistes d'évolution, mais comment ça peut marcher, comment ça peut évoluer? Effectivement, pourquoi déjà ils se copient? C'est parce que, en fait, en particulier, certains sont toxiques. Et donc, si les oiseaux arrivent, commencent à en goûter un, c'est pas bon, ou voilà. Ensuite, l'oiseau il réfléchit, il ne va pas recommencer. Et donc, si on copie une espèce toxique, on se fait moins manger par les oiseaux. Le problème, c'est comment on fait évoluer ce genre de choses. Parce que, vous voyez, comment, dans cette espèce, par exemple, on passe de là à là. Parce que dès quand on est ici, c'est bien, mais dès qu'on va s'écarter de ce patron de coloration, du coup, on ne va plus ressembler à rien. Du coup, on va se faire manger par les oiseaux. Donc c'est typiquement une vallée adaptative. Comment on passe à travers cette vallée? Comment le phénotype peut passer de là à là? Alors, on a l'impression qu'on passe de là à là, et qu'au milieu, c'est très mauvais d'y être. D'accord? Donc ça, c'est le genre de situation qui sont difficiles à expliquer, où cette question des révolutions évolutives a été mise en avant, par exemple. Et dernier cas, donc c'est quand, et sans doute le plus important, c'est quand le fait qu'il y ait de la stochasticité, du hasard dans la nature, fait qu'on va que ça va changer les pressions de sélection, changer la nature de la sélection, la direction de la sélection. Alors, il y a deux grandes catégories de traits pour lesquels ça arrive, et pour lesquels c'est bien étudié. Ce qu'on appelle la robustesse, globalement, et l'évolvabilité. Alors, ce n'est pas des très jolis mots. Alors, robustesse, déjà, qu'est-ce qu'on veut dire? En gros, l'idée, c'est que, étant donné qu'il y a des aléas aux conditions futures, est-ce qu'une des façons de s'adapter aux aléas, c'est de prendre en compte le fait qu'il y a des aléas et d'avoir des stratégies qui permettent de justement gérer cet aléa. Donc c'est par exemple tout un tas d'adaptations pour limiter l'effet des aléas futurs. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme phénotype? Par exemple, il y a des phénotypes robustes, par exemple tout le développement des organismes, c'est quelque chose qu'on dit qui est très canalisé, qui est très robuste, parce qu'il y a des boucles de rétroaction, par exemple, des choses qui vont faire que le système, s'il s'écarte un petit peu, hop, il est autocorrectif. S'il y a du bruit moléculaire ou il y a de la stochasticité, il y a un système de boucle de contrôle qui va faire que ça revient pour que le développement soit canalisé. Après, il y a ce qu'on appelle les stratégies de minimisation des risques. Alors, on en a deux grands types, ce qu'on appelle quand c'est conservatif ou diversifié. Alors, quand c'est conservatif, c'est par exemple, il y a plein d'animaux qui vont stocker de l'énergie, du gras par exemple. Parce que si l'hiver arrive et qu'il y aura moins à manger, ça permet de lisser les risques.
Donc il y a tout un tas de stratégies qui, sur le court terme, ont un coût, parce qu'il faut accumuler des réserves plutôt que les consommer tout de suite, en prévision des aléas. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la nature. Et ces stratégies de minimisation des risques qu'on appelle diversifiées, c'est en disant, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, faisons en même temps plusieurs stratégies en même temps. C'est-à-dire, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Et ça a surtout été étudié chez les plantes, par exemple, où, vous savez, les graines de beaucoup de plantes sont dormantes. Mais donc la levée de dormance, des fois c'est l'année suivante, puis des fois ça va prendre 2 ans, puis des fois 3 ans. Donc on ne sait pas en fait si l'année suivante va être une bonne année, une mauvaise année, sécheresse, pas sécheresse, c'est très aléatoire quand il va pleuvoir, etc. Et donc ces mécanismes de dormance vont étaler en fait la germination sur plusieurs années de sorte à lisser l'aléa, lisser le risque. Donc c'est tous ces traits, il y en a plein en fait, qui sont comme ça, qui sont des adaptations à l'aléa en fait. Et puis, cette catégorie-là, qu'on appelle l'évolvabilité, c'est l'adaptation pour s'adapter plus vite. Parce qu'en général, le fait qu'il y a de l'aléa, de la maladaptation par exemple, ça ralentit énormément la vitesse d'adaptation. Et donc il y a des gens qui ont proposé, c'est un petit peu plus controversé que ces cas-là, qui auraient des traits qui évoluent pour pouvoir évoluer plus vite, en particulier face à ces problèmes d'aléa. Donc c'est le cas par exemple que le taux de mutation puisse évoluer pour être plus élevé, pour avoir plus de mutations, pour pouvoir avoir par exemple dans le cas de résistance aux antibiotiques, évoluer plus vite une résistance. Il y a tout le thème de l'évolution de la reproduction sexuée, de la recombinaison qui permet de gérer ces aléas aussi, et ou même l'évolution des traits sociaux. Tout ça c'est de la théorie, on va dire, un peu plus avancée en génétique des populations. Donc là, je n'ai pas le temps de vraiment vous détailler tout ça, mais c'est aussi une zone de recherche très active où l'aléa joue un très grand rôle pour l'évolution des traits. Ok, bon, donc on en est là, on va essayer de un petit peu conclure en s'amusant un petit peu, rejoint un petit peu aux limites des concepts qu'on a mis sur la table là, pour s'amuser un petit peu. Donc on essaie de clarifier les choses, juste un petit peu les réembrouiller, histoire de. Donc le premier exemple que je vais essayer de vous développer, c'est l'histoire de est-ce que la dérive et la sélection, est-ce que le hasard et la nécessité, c'est vraiment si différent que ça dans certains cas limites. Alors, imaginons, on reprend une expérience d'évolution expérimentale, donc au passage. Donc voilà, on commence une population là, on suit sa fréquence dans un premier réplica, donc là, l'allèle se fixe. Puis dans un deuxième réplica qu'on a ici, hop, c'est l'inverse. Si on n'a que cette observation, qu'est-ce qu'on en conclut? Alors évidemment, quand on est un généticien des populations qui fait ça tout le temps, il va dire « Ah, c'est de la dérive ». C'est probable d'ailleurs, c'est de la dérive, simplement le fait que la taille de... Imaginons que c'était une cage avec des drosophiles, il n'y en avait pas tant que ça, il y a beaucoup de dérives, c'est probablement ça qui s'est produit, c'est juste de la malchance, en fait, il y a un cas ça fait ça, un autre cas ça fait ça, rien de vraiment expliqué. Mais quelqu'un pourrait très bien dire, ah oui, mais là, en fait, vous pensez que c'est des réplicas de la même situation, en fait, il y a peut-être des différences environnementales subtiles qui ont fait que ici, cet allèle était favorisé par sélection naturelle, et ici, non, a été défavorisé. Simplement, vous n'êtes pas capable de mesurer l'environnement de manière suffisamment fine pour vous en rendre compte. Et effectivement, ce n'est pas évident à répondre à cette critique. D'ailleurs, au passage, cette technique d'utiliser des cages à population de l'évolution expérimentale, ça a été inventé par Philippe Lhéritier et Georges Tessier, donc ils ne sont pas très connus en France, mais pourtant qui ont été, c'est les premiers à avoir inventé ce dispositif en cage avec les drosophiles au début des années 30. Et ils faisaient des compétitions avec des mutants de mouches avec des mutants visibles pour pouvoir regarder justement les changements de fréquence, etc. On s'est dit, pour répondre à cette question, prenons des bactéries. Parce que là, le problème de la dérive, on peut prendre des très très grandes tailles de population. Donc ça, c'est par exemple une étude que j'ai faite dans mon laboratoire. On s'est dit, on va prendre des Escherichia coli, on va les mettre avec une protéine fluorescente verte pour pouvoir les reconnaître d'autres, donc soit vertes, soit rouges par exemple, pour pouvoir les distinguer. Et on va les mettre en compétition, des différents mutants. On va regarder leur fréquence à un temps donné, on va les mettre en compétition et on va regarder 24 heures après, on va regarder le changement de fréquence du gène de couleur qu'on a,
Et puis on regardait, est-ce qu'on peut mesurer la valeur sélective des mutants, avec quelle précision, et est-ce qu'on peut voir l'effet de la est-ce qu'on peut éliminer l'effet de la dérive, etc. Donc on a fait ça, avec plein de réplicas, etc., etc. Je vous passe un petit peu les détails. Donc ça, c'est un peu le type de résultat qu'on obtient. Vous voyez, ce groupe de petits points, donc là, c'est des réplicas qui sont faits à des semaines différentes pour répliquer l'expérience, donc plein de fois, pour plein de... Et vous voyez, ici, ça, c'est le coefficient de sélection des mutants. Donc là, on est sur 1% de différence, vous voyez, de valeur sélective, donc c'est déjà tout petit. Et on peut obtenir donc des estimations de coefficient de sélection, dont l'erreur standard. Donc l'erreur standard, on est de l'ordre de 10-4. Alors, on n'est pas encore sur des mesures de physique, mais c'est les mesures les plus précises qui ont, je pense, jamais été faites de valeurs sélectives en biologie d'évolution. Et par contre, si on commence à calculer qu'est-ce que serait l'effet de la dérive, vous voyez, dans certains cas, on a l'impression que les points sont un petit peu plus resserrés que d'autres, un petit peu moins de variance. En fait, dans ces cas-là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près ce qu'on attend du fait de la taille de population, qui sont des millions de bactéries, et de l'erreur d'échantillonnage nous-mêmes qu'on fait en comptant qu'un sous-ensemble. On les comptait au cytomètre, donc on en comptait plein. Mais dans tous les autres cas, en fait, la seule interprétation qui reste pour expliquer pourquoi il y a de la variance de ces coefficients de sélection, c'est que probablement, de manière incompressible, même dans des conditions contrôlées dans un laboratoire de microbiologie, quand on pense qu'on fait un environnement qui est constant, en fait, on n'arrive jamais à faire un environnement parfaitement constant. Il reste toujours une variance environnementale, cryptique, qui fait que à la fin, on ne sait plus trop, cette variance environnementale, elle est indistinguable de la dérive. Le fait que la sélection fluctue, en fait, conceptuellement, c'est la même chose que de la dérive. Donc vous voyez, à la limite, quand on se déplace conceptuellement entre l'effet de la dérive et puis l'effet qui aurait une stochasticité environnementale qui serait justement qui est très difficile à maîtriser, ça a le même effet, en fait. Alors, je ne vous dis pas que sélection et dérive, c'était la même chose. Mais vous voyez, quand on pousse un peu le concept, on arrive à voir que c'est pas si évident que ça, parfois, de faire distinction entre les deux. Deuxième exemple, on va essayer juste de discuter un peu de cette question du déterminisme et de la stochasticité selon les échelles de temps. Donc là, je reprends un petit exemple tiré de cette expérience de Lenski dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vous ai dit que de manière très répétable, on a ce volume cellulaire qui augmente. D'ailleurs, au passage, on ne sait pas exactement pourquoi encore à l'actuel, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Cette expérience, elle est faite, donc on réplique des bactéries d'une génération. Donc tous les jours, on les repique, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu de la culture du jour précédent pour inoculer une nouvelle culture, dans lequel le milieu est frais et dans lequel, dans ce milieu, il y a du glucose. C'est la principale source qui est utilisée comme source de carbone qui est utilisée. Et il y a aussi du citrate, un autre sucre qui est utilisé, mais comme tampon, plus ou moins pour le pH, mais il n'est pas consommé par les Escherichia coli. Les Escherichia coli, c'est même comme ça qu'on les reconnaît au laboratoire. Ce n'est pas des bactéries qui consomment le citrate. Et puis, alors, vous voyez, cette expérience a duré, donc elle a commencé en 88, comme je vous disais. Alors, vous voyez, en 2014, on était déjà à 60 000 générations de bactéries. Ça continue. Et donc, on est quand même sur du très long terme. Et il y a donc 12 réplicats indépendants, comme je vous disais. Sauf qu'après 16 ans, dans cette expérience-là, à la génération 33 000, dans la bouteille numéro 9, elle était un peu plus trouble que les autres. Ah, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ils se sont dit, il doit y avoir une contamination. On a une bactérie qui est arrivée, puis il a dû contaminer, donc ils ont regardé. Non, en fait, ce n'est pas ça. Ce qui s'est produit dans cette population 9, c'est que les Escherichia coli qui étaient dans ces bouteilles ont évolué la capacité à digérer le citrate. À utiliser le citrate qui était dans le milieu. Parce que le citrate, c'est aussi un sucre. Mais, évidemment, il y a du sucre. Une fois que le glucose a été tout consommé, il y a une ressource qui reste, c'est le citrate. D'habitude, personne n'y arrive. Et là, elles ont évolué la capacité à consommer ce citrate. Alors évidemment, ça donne un avantage énorme à ces bactéries qui sont capables de manger à la fois le glucose et le citrate. Mais que se passe-t-il donc ? Et donc, ce citrate, au cas où il y a des biochimistes dans l'assemblée, vous savez que c'est l'entrée de ce qu'on appelle le cycle de Krebs, donc la digestion des sucres. Et donc, de toutes les façons, les bactéries savent digérer du citrate. Parce que, de toute façon, on sait tous digérer du citrate, c'est partie du métabolisme des sucres. Donc, c'est l'entrée de ce cycle de Krebs, tac, on produit pas mal d'énergie au passage.
Alors, qu'est-ce qui se passe si elles savent consommer le citrate, pourquoi elles ne l'utilisent pas? Alors, ce qui se passe dans les bactéries, en fait, comme les Escherichia coli, c'est qu'elles ont effectivement un transporteur, citrate versus succinate. Alors, succinate, c'est le sucre qui est à l'opposé là, dans le cycle. Et c'est un transporteur passif. Donc, on peut échanger du succinate contre du citrate, de manière passive, donc sans demander d'énergie. Donc, ce qui fait, c'est qu'en fait, dans ces bactéries qu'on a trouvées dans cette population, ce qu'elles ont évolué, elles ont exprimé ce transporteur. Et du coup, elles se mettent à échanger du citrate contre du succinate. Et à chaque fois, elles font ce petit bout du cycle de Krebs. Et donc, elles récupèrent toute cette énergie qui est là. Et une fois qu'elles arrivent au succinate, elles le rejettent comme déchet et elles rapportent du citrate. Et donc, c'est une façon de consommer l'énergie qui est dans ces sucres de manière très efficace. Mais en fait, pourquoi ils ne font pas ça d'habitude, les Escherichia coli? En fait, ce transporteur, il est ce qu'on appelle sur un opéron. Donc, c'est un opéron dans les bactéries, vous savez, les gènes ils sont organisés comme des perles sur un collier, tous ensemble, sous le contrôle d'un seul promoteur. Donc là, c'est par exemple l'opéron où il y a ce transporteur du citrate. Et donc, donc ça, c'est l'ADN. On a un grand ARN messager qui est produit, et donc il va être traduit en protéines. Et une fois que le ribosome il arrive au niveau de cette séquence du transport du citrate, il va l'exprimer, il va avoir le transporteur. Mais ce qui se passe dans une Escherichia coli normale, on va dire, c'est qu'en présence d'oxygène, tout cet opéron est réprimé. Le promoteur qui est en amont de tout cet opéron, et il y a un répresseur qui est actif quand il y a de l'oxygène. Donc en conditions aérobies, ce transporteur n'est jamais exprimé dans la Escherichia coli. Et donc c'est pour ça qu'en fait, elle sait digérer le citrate, mais elle ne sait pas l'importer. Donc voilà, tous ces gènes ne sont pas exprimés. Et donc ils ont séquencé qu'est-ce qui s'est produit dans cette population. Et qu'est-ce qui s'est produit? En fait, vous voyez, ça c'est le promoteur avec l'opéron, avec le gène du citrate. Et puis ça, c'est un autre, à côté en fait, dans le génome, il y a une autre partie, donc c'est la suite, si vous voulez, du code génétique. Et ce qui s'est produit, c'est que cette partie-là a été dupliquée, de telle sorte que maintenant, il y a un nouveau gène de transporteur, mais qui n'est plus sous le contrôle du promoteur initial, mais qui est sous le contrôle du promoteur de l'opéron suivant. Lui qui n'était pas réprimé par l'oxygène. Et donc, tout d'un coup, grâce à cette insertion d'un bout d'ADN dupliqué dans le génome, ils sont mis à exprimer ce transporteur. Et du coup, pouvoir utiliser le citrate qui leur a donné un énorme avantage évolutif. Alors, ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est arrivé qu'une fois. Dans les 70 000 générations, dans les 12 réplicas, cette mutation n'est arrivée qu'une fois. Et alors, vous voyez bien, de toute façon, c'est évident que là, il y a la ressource. Le citrate, c'est une énorme ressource dans ce milieu-là, et il faut l'utiliser. Donc, toute la question, donc toute l'argumentation de Lenski et de ses collègues, c'est de dire, regardez, l'évolution dans mes bouteilles les Escherichia coli est à la fois répétable, par exemple sur la taille des cellules, vous voyez, c'est très répétable, mais parfois il y a des accidents et il y a des choses qui ne sont pas répétables, comme cette histoire de consommation du citrate. Et alors pourquoi là, ce n'est pas répétable? C'est parce que ça demande une mutation qui est très improbable, c'est l'insertion de ce bloc d'ADN au bon endroit qui va faire ce qu'il faut. Mais là, on a peut-être affaire à quelque chose d'un petit peu, on confond un petit peu les choses au niveau conceptuel, c'est-à-dire que si vous regardez une population de cygnes blancs, effectivement, vous dites, il n'y a jamais de cygnes noirs dans l'histoire, ça n'arrive jamais. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si on commence à regarder un petit peu plus de cygnes, on va finir par en trouver un. Là, les mutations dans le génome, il y en a toutes sortes, de toutes qualités, on finit par tomber dessus. Et évidemment, si on regarde encore plus de cygnes, là, en fait, non seulement on va s'apercevoir que ça n'arrive pas une fois, mais que ça arrive plein de fois. Donc souvent, la question de est-ce que c'est répétable, est-ce que c'est pas répétable, c'est souvent une question d'échelle. Et donc c'est un peu ça le problème dans ces expériences d'évolution expérimentale, c'est qu'on ne peut les faire qu'à une certaine échelle, mais on se doute bien, enfin c'est toute la question, elle est encore ouverte d'ailleurs, mais que moi, si je devais faire un pari, je pense que toutes les populations d'Escherichia coli dans cette expérience vont finir par consommer le citrate. Parce qu'évidemment, il y a une énorme ressource à exploiter. C'est qu'une question de temps avant qu'elles trouvent une mutation qui leur permette d'exprimer leur transporteur. D'accord, mais simplement, le taux de mutation étant faible, il va falloir attendre qu'il y ait plein d'événements, plein d'événements, et on va finir par... Et si on attend souvent, ces événements vont être quasiment sûrs
de survenir. Donc vous voyez, selon l'échelle de temps à laquelle on se place, le nombre de tentatives, quelque chose qui peut paraître totalement improbable à une certaine échelle va se retrouver quasiment certain à une plus grande échelle. Mais évidemment, là, c'est quelque chose de tout à fait testable. On verra bien si la prédiction que je fais aujourd'hui se révélera vraie, ou je ne sais pas s'il y aura le temps d'ailleurs, mais bon, on verra bien. Ok, je vais terminer cet exposé avec un dernier petit exemple où là, l'idée, ça va être de vous parler que des fois, c'est mélangé. C'est-à-dire que l'effet de la stochasticité et de la dérive et de la sélection sont complètement et de manière imbriquées à un point qu'on ne peut plus trop savoir à faire. On ne sait plus si on a affaire à quelque chose de stochastique ou de déterministe, qu'on est un peu entre les deux. Donc ça va être assez bref. Donc, ce que j'ai appris ici des processus stochastico-déterministes. Il faut que je m'arrête, hein, il est quelle heure? Non, ça va un peu. D'accord, de toute façon, j'ai quasiment fini là. Donc, c'est quoi cette idée de processus stochastico-déterministe où les deux se produisent en même temps et où c'est difficile de les distinguer. Alors, on m'a dit que je travaillais sur les chromosomes sexuels, je me suis dit je vais profiter de l'occasion pour en parler un tout petit peu. Donc, vous savez, les chromosomes sexuels, vous les connaissez, hein, il y a le chromosome Y qui est tout petit, qui ne recombine pas avec le X, en tout cas chez les mammifères, et qui est très dégénéré, c'est-à-dire qu'il a perdu plein de gènes. Et c'est quelque chose, donc ça n'arrive pas que chez les mammifères, hein, chez plein d'autres animaux, chez plein de plantes, c'est la même chose qui arrive. Quelque chose qui arrive de manière très récurrente, cette dégénérescence des chromosomes sexuels. Donc il y a évidemment plein de théories qui ont été proposées pour expliquer ça. Ces théories sont assez compliquées. Mais pour schématiser, il y a une théorie classique qui dit que, en fait, il y a une première étape qui va être l'arrêt de recombinaison. L'arrêt de recombinaison entre ces deux chromosomes va être quelque chose de quasiment certain. Et la raison pour laquelle on va arrêter la recombinaison entre ces chromosomes, c'est parce qu'il y a des mutations qui donnent un avantage dans un sexe et un désavantage dans l'autre. Et le fait d'arrêter la recombinaison, ça va permettre à des mutations qui sont par exemple avantageuses chez les mâles de se retrouver toujours chez des mâles. Donc si elles se retrouvent sans recombinaison sur le chromosome, avec le gène qui détermine le sexe, s'ils ne recombinent plus, la mutation qui est avantageuse chez des mâles, elle va rester chez des mâles vu qu'elle sera sur un Y. Donc ça, c'est la théorie classique qui est là depuis plus d'un demi-siècle pour expliquer, à partir du moment où il y a des variations, il y a des allèles qui ont des effets opposés dans les deux sexes, on s'attend, de manière quasi certaine, à ce que la recombinaison s'arrête sur un chromosome sexuel. Et une fois que ça s'est arrêté, on sait par ailleurs que dans un génome, quand on n'a plus de recombinaison, la sélection n'est plus du tout efficace. Et donc ça amène une dégénérescence. C'est-à-dire que la sélection n'étant plus assez efficace, il y a plein de mutations délétères qui s'accumulent, parce que la sélection n'arrive pas à les éliminer, du fait qu'il n'y a pas de recombinaison. Tout ça, c'est la théorie classique. Donc vous voyez, d'abord un processus sélectif quasi certain, l'arrêt de recombinaison, on est sûr que ça va arriver. Et puis ensuite, quelque chose qui fait intervenir beaucoup de stochasticité, le fait qu'en absence de recombinaison, il y a plein de mutations délétères qui s'accumulent par hasard parce que c'est très difficile, la sélection est très inefficace dans ce contexte. Sélection, puis dérive. Donc vous voyez dans cette théorie classique, ça articule processus déterministe et processus stochastique de manière un petit peu combinée. Et on a proposé une théorie récemment qui fait un petit peu l'inverse, en termes, en tout cas pour la sélection et la dérive. L'idée, ce n'est pas du tout celle-là, c'est l'idée qu'on a d'abord fortuitement des arrêts de recombinaison qui arrivent stochastiquement, parce qu'il y a toujours des bouts de chromosomes qui se retrouvent, en arrêtant de recombiner un petit peu meilleurs que les autres, ils vont se fixer dans les populations. Et une fois que ce processus s'est produit, de manière presque déterministe, ils vont dégénérer parce que les régulateurs vont diverger entre la copie X et la copie Y. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée générale par rapport à mon propos ici, c'est de dire qu'on a d'abord, c'est aussi un processus qui fait intervenir à la fois de la stochasticité et de la dérive, mais dans un sens différent du précédent. On a d'abord de la stochasticité, puis ensuite plus de la dérive. Alors pour vous faire saisir, pour vous faire saisir un petit peu la petite nuance, je vous fais une petite métaphore, parce que c'est plus facile, et je vais m'arrêter après sur ce point. Donc imaginons, c'est la métaphore de l'impasse de la soif. Donc imaginons que vous avez comme ça une rue et une impasse, et dans cette impasse il y a un bar. Et évidemment là il y a la Seine, par exemple, parce qu'on est à Paris, hein, mais vous pouvez prendre ça ailleurs, il y aura... Et tout le problème il est qu'on va faire la mesure de la stochasticité, ça va être ce que va servir le bar. S'il n'y a que de la limonade, les clients rentrent,
là, il va y avoir très peu de stochasticité dans le système, parce que les gens, quand ils boivent que de la limonade, ils marchent à peu près droit, et ils vont pouvoir partir de l'impasse de la soif sans se noyer dans la Seine. Mais si on dit qu'au contraire, on va avoir du whisky qui va être servi dans ce bar, ben là, ce qui va se produire, c'est que les gens qui boivent du whisky, on va modéliser ça un peu comme un processus stochastique, c'est-à-dire qu'ils ne marchent plus tout à fait droit, et ils prennent, évidemment, s'ils ont vraiment bu beaucoup de whisky, vu qu'ils marchent tellement pas droit qu'une fois qu'ils vont sortir de l'impasse de la soif, ils vont longer la Seine, c'est à peu près sûr qu'ils vont tomber dedans. Eh bien, il y a deux façons de voir du coup l'évolution des chromosomes sexuels dans cette histoire. Le scénario 1, c'est qu'en fait, il y a un seul bar en ville. Donc évidemment, là, la métaphore, ça ne s'applique pas trop à Paris, parce qu'il y a quand même pas mal de bars. Mais imaginons qu'il y a un seul bar en ville, et c'est celui qui est dans l'impasse de la soif. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix du bar. Tout le monde va à ce bar-là. Par contre, donc c'est déterministe, d'accord ? De toutes les façons, on va aller boire un coup, on va forcément à ce bar-là. Mais une fois qu'on est dans ce bar-là, par contre, on a le choix de boire de la limonade ou du whisky. Donc c'est là la stochasticité qui va jouer. Et donc c'est que les clients qui vont boire du whisky qui vont tomber dans la Seine. Pour les chromosomes sexuels, ça voudrait dire c'est que dans les populations où on a beaucoup de stochasticité, où ça va être assez facile de faire dégénérer ce chromosome Y. Dans les populations de grande taille, tout ça, ça ne va pas arriver. Ils ne vont pas tomber dans la Seine, le chromosome Y ne va pas dégénérer. Donc, vous voyez, d'abord, pour quelque chose de déterministe, on va forcément à ce bar, et ensuite, selon ce qu'on boit, on va tomber ou pas dans la Seine. Le scénario 2, c'est qu'en fait, il y a plein de bars en ville. Il n'y a pas que celui de l'impasse de la Seine, il y en a en fait plein. Et la plupart ne sont pas à côté de la Seine, ils ne sont pas dans des impasses. Mais celui de l'impasse de la Seine sert que de whisky. Donc là, il n'y a pas de stochasticité. On rentre dans ce bar-là, malheureusement, on va sortir, on va tituber. Et bien donc, à force d'échantillonner tous les bars de la région, le jour où on va tomber sur le bar de l'impasse de la soif, on est quasiment sûr de tomber dans la Seine. Donc, vous voyez, selon qu'on mette la stochasticité au début, comme ici, ou à la fin, on a des scénarios qui n'ont strictement rien à voir. Mais dans les deux cas, on articule des scénarios qui mélangent une partie de stochasticité, une partie de déterminisme, de sélectif. Donc je vous laisse méditer, puisque c'est l'heure de l'apéro, sur ces possibilités. Je vous remercie pour votre attention.